Bien, on reprend si vous voulez bien. Bon, alors donc tout ce qu'on a vu, c'était pour des déformations normales, hein, finies, etc. Et je suis bien obligé de parler de petites déformations puisque tout le monde en parle, mais à vrai dire, c'est complètement inutile. C'est-à-dire que tous les tenseurs de déformation que j'ai définis précédemment sont valables quand les déformations sont petites. Hein. Donc je pourrais m'arrêter là. Voilà, parce qu'il n'y a aucune raison de faire une théorie particulière quand on sait faire une théorie générale quand c'est pas petit. Hein. Bon, alors malgré tout, je vais en parler quand même, parce que vous allez voir qu'on vous a peut-être raconté un peu des choses pas correctes, hein, et je voudrais les souligner. Donc la première chose à faire, c'est de définir ce qu'on appelle petite déformation. Hein. Bon, alors, non, ah oui, pardon. Je vais citer un théorème tout de suite, là, que vous connaissez déjà, je pense. C'est que les dilatations linéiques principales, donc les lambda points, là, en une particule, sont des extrémums de toutes les dilatations linéiques dans toutes les directions autour d'une particule. Donc ça, c'est un théorème, c'est un classique qui est démontré aussi dans le poly, mais donc parmi toutes les dilatations linéiques de toutes les directions matérielles que vous pouvez trouver autour d'une particule, eh bien en fait les valeurs propres sont des extrémums. Hein. Donc en fait, quand je vais vouloir dire que les déformations sont petites, eh bien je n'ai qu'à dire que les extrémums de ces dilatations linéiques sont proches de 1, tout simplement. Hein. Voilà, alors donc la démonstration de ce théorème, c'est toujours dans l'annexe 2 du PDF. Elle est plutôt simple, mais en principe, c'est un résultat qui est assez connu par les gens qui pratiquent les tenseurs. Donc, les valeurs propres sont des extrémums des dilatations linéiques. Voilà. Alors, une petite déformation, eh bien, on va dire que les dilatations linéiques de toutes les directions matérielles issues de P sont proches de 1. Hein, puisque lorsque c'est égal à 1, il n'y a pas de dilatation linéique. Et donc, comme le théorème du dessus me dit que, bon, ben, pour garantir que toutes ces dilatations linéiques soient proches de 1, il suffit que je dise que les valeurs propres du tenseur U soient proches de 1. Donc, petite déformation, les extrémums, lambda point, sont proches de 1. D'accord? Comment je vais écrire proche de 1? Je vais l'écrire comme ça. Je dirais que je vais poser lambda 1 égale 1 plus eta 1, eta 1 étant un infiniment petit du premier ordre, hein. Lambda 2 égale 1 plus eta 2, lambda 3 égale 1 plus eta 3, hein. Et je vais poser que les normes de eta 1, eta 2, eta 3 sont très inférieures à 1. Alors très inférieure à 1, pour moi, c'est une notation, quand on entend très inférieure, ça ne veut rien dire, hein. Mais c'est une notation pour désigner des infiniment petits du premier ordre. Hein. Exceptionnellement, pour désigner des infiniment petits du second ordre, je mets un troisième inférieur. Hein. Vous voyez? Bon, c'est une notation raccourcie pour dire que eta 1, eta 2, eta 3 ont des normes infiniment petites d'ordre 1. Voilà. Bien. Bon, alors, donc voilà la définition d'une petite déformation, et on ne peut pas plus naturel comme définition de petite déformation. On garantit que la dilatation linéique est proche de 1. D'accord? Voilà. Quelles sont les simplifications qu'on peut faire lorsque on fait cette hypothèse? Alors, ben, on va les faire une par une. Je ne vais pas faire tous les calculs, mais je vais faire devant vous au moins pour la dilatation linéique dans une direction, comment on peut l'approximer. Bon, donc rappel, donc, les lambda points, qui sont 1 plus eta point, donc sont des valeurs propres de U et de V, des tenseurs de déformation. C'est comme ça que je les ai définis. C'est les dilatations linéiques que j'ai appelées principales. Hein? Bien. Alors, c'est pour ça que j'ai introduit les tenseurs epsilon U, epsilon V. Vous allez voir qu'ils se présentent bien dans le cas des petites déformations. Hein. Donc, je calcule les composantes de epsilon U et de epsilon V dans leur base propre. Ça me fera écrire moins de choses. Hein. Alors, je rappelle, la définition de epsilon U, c'était U,
le tenseur de déformation U que j'ai défini, hein, racine de C, pardon, moins G. Bon, très bien, on va calculer U moins G. Bon, alors, par définition, donc c'est pas compliqué, et si je veux l'écrire dans la base propre des tenseurs non objectifs, donc dans les epsilon U, hein, eh bien, j'ai donc somme de I égale 1 à 3, U moins G, U c'est à des valeurs propres lambda, moins 1, hein, moins G ça fait donc moins 1, donc finalement lambda moins 1 c'est un état, donc en fait vous voyez que epsilon U c'est juste les valeurs propres sont état I seulement, hein, les états I multipliés par les tenseurs de base qui vont bien pour un tenseur symétrique. Bon. Et puis, par exemple, même chose pour epsilon V, vous voyez qu'en fait, ces deux tenseurs, ils n'ont pas les mêmes directions propres. Il y en a un, c'est les directions propres des valeurs des tenseurs non objectifs. L'autre, c'est les directions propres des tenseurs objectifs. Mais les valeurs propres, c'est les mêmes, c'est état I, hein, c'est-à-dire lambda I moins 1. Hein, le moins 1 vient du moins G. Bon, voilà, c'est fini. Hein. Donc, les valeurs propres de ces tenseurs sont donc des infiniment petits du premier ordre, hein, puisque c'est des états. Donc la norme de ces tenseurs, epsilon U et epsilon V, dans le cas des petites déformations, hein, sont des infiniment petits du premier ordre, puisque la norme, en fait, c'est état 1 carré plus état 2 carré plus état 3 carré, vous en prenez la racine, et donc ça vous donne un infiniment petit du premier ordre. Voilà, et donc leur norme est petite devant 1, très petite devant 1. Alors, si je veux, par exemple, avoir des formules simplifiées en utilisant la définition des petites déformations que je viens de donner, eh bien, je vais pouvoir faire des calculs de linéarisation. Hein, c'est-à-dire qu'on va négliger les termes, les infiniment petits d'ordre 2 devant 1. On garde les infiniment petits du premier ordre, mais on ne garde pas les infiniment petits d'ordre 2. Alors, je vais détailler un des calculs seulement, puis les autres, vous les ferez vous-même, suivant les mêmes techniques. Par exemple, je veux calculer la dilatation linéique dans d'une direction matérielle que j'identifie par exemple avec U0. Hein, donc je vais utiliser un tenseur non objectif. Vous pourrez faire le même calcul avec les tenseurs objectifs, hein, c'est pas plus compliqué. Donc la définition c'est ça, rappelez-vous, ça c'est la définition de la dilatation linéique exacte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune approximation. Bon, du fait que j'ai changé, je fais apparaître le tenseur epsilon U plus G, donc en fait le U, eh bien, je l'ai remplacé par epsilon plus G, hein, c'est la définition de epsilon U. D'accord? Ensuite, là c'est encore une égalité stricte. Quand je développe le terme que vous avez là, au carré, eh bien c'est bon, c'est de l'algèbre, mais je vois apparaître un epsilon U au carré, dont je sais que la norme est un infiniment petit d'ordre 1. Et puis, donc, G qui est à une norme. Quelle est la norme de G? Allez, question. Combien? Non, pas 1. Non. Racine de 3. C'est G2.G. Et vous en prenez la racine. G2.G, c'est le carré de la norme. Bon, donc racine de 3, donc de l'ordre de 1 aussi. Et donc là, je vais faire une approximation, c'est-à-dire que là, j'ai un infiniment petit du second ordre, et je vais le négliger devant G. Voilà. Donc là, c'est une approximation maintenant, hein, au premier ordre près. Donc c'est une linéarisation, c'est un calcul de linéarisation qu'on appelle souvent ça comme ça. Ensuite, là, je développe le produit. Donc là, vous avez un U0, GU0 qui vous donne le 1 que vous avez là, hein, parce que U0 c'est un vecteur unitaire, rappelez-vous. GU0 c'est égal à U0 et U0.U0 c'est 1. D'accord? Et il reste donc le terme 2 epsilon U, point U0 à droite, point U0 à gauche, que j'ai laissé ici. Et le tout à la puissance 1,5. D'accord? Bon, et là, je peux encore faire le calcul de linéarisation classique et remplacer, donc dire que ceci est équivalent à ça, parce que vous savez que la racine de 1 plus 2 epsilon, c'est au second ordre près, égal à 1 plus epsilon. Hein, c'est des formules classiques connues, hein, et je ne fais qu'utiliser cette formule. Donc finalement, le résultat, c'est ça. Hein. Donc les formules simplifiées, maintenant je vous les donne toutes.
Là, je l'ai fait pour KL, j'ai détaillé, mais vous pouvez le faire pour KS, pour KV, etc. Et donc, avec exactement des calculs du même type, en faisant très attention à ne négliger les termes du second ordre devant 1. Vous voyez? Les termes du premier ordre devant 1, on les garde. Sinon, on n'a plus rien du tout. Hein. Voilà. Donc, des approximations similaires. Le détail des calculs pour les deux résultats que je vais rajouter, c'est donné, mais bon, c'est le même style que ça, tout à fait, il n'y a pas de... Donc KL de U, je le répète, c'est juste pour la beauté du tableau, là, donc c'est le résultat que je viens de calculer. Hein. Et si vous le faites avec epsilon V, vous aurez une formule comme ça, vous voyez. Bon, ensuite, KS, la dilatation surfacique d'une direction matérielle repérée par N. Eh bien, si vous utilisez les tenseurs non objectifs, voilà la formule. Hein. Et si vous utilisez les tenseurs objectifs, voilà la formule. Hein. Comme d'habitude, avec les tenseurs non objectifs, c'est avec la position de référence de la normale qu'on le calcule. Et pour les tenseurs objectifs, c'est avec la position actuelle de la normale, NT, hein, qu'on les calcule. Pour la dilatation volumique, eh bien, c'est 1 plus trace de epsilon U, et ou bien 1 plus trace de epsilon V. Hein. Donc voilà. Bon, alors là, vous êtes obligé de me croire, mais c'est-à-dire que les approximations que j'ai faites sont du même style que celles qu'il y a dans le calcul que j'ai détaillé pour la dilatation linéique. Voilà. Alors bon, bah, des formules comme ça, vous avez dû en voir passer un peu, hein, parce que, en fait, sauf que vous y avez un epsilon, pas un epsilon U et un epsilon V, donc c'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc on va voir ça dans la suite. Alors, je donne aussi les distorsions. Alors voilà, pas de chance, les distorsions, quand on est en petite déformation, donc, eh bien, la distorsion, c'est 1 plus un terme du second ordre. Vous voyez? C'est-à-dire que si je linéarise, j'ai 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distorsion au premier ordre. Si on a envie de le faire apparaître, on peut prendre des critères comme la racine de la distorsion, parce qu'à ce moment-là, vous ferez apparaître des choses intéressantes. Voilà. Donc, je rappelle la définition de la distorsion, hein, c'est le produit des 3 dilatations linéiques divisé par la dilatation volumique. Si vous faites ce calcul-là, avec cette définition, vous verrez que les seuls trucs qui restent, c'est des termes du second ordre devant 1. D'accord? Bon. Et puis, pour la distorsion angulaire, c'est la même chose. C'est-à-dire que, grosso modo, on ne peut pas dire qu'il y a au premier ordre près de distorsion angulaire, hein, avec la définition que j'en ai donnée, c'est-à-dire 1 sur sinus alpha, quoi, 1 sur sinus alpha t. Maintenant, si vous en prenez la racine, vous pourrez trouver des termes au premier ordre, mais voilà. Donc, ces formules simplifiées, normalement, vous avez dû en voir passer des comme ça. Hein, mais vous voyez que la définition que j'ai donnée, la définition naturelle des petites déformations, hein, et aboutit à ces formules-là, mais avec des epsilon U qui sont clairement définis, c'est U moins G, ou epsilon V qui est grand V moins G, hein, et qui n'est pas le tenseur epsilon dont vous avez entendu parler. D'accord? Bien. Alors, on va en parler. Vous avez entendu tous des dénominations à peu près différentes, tenseurs linéarisés, tenseurs des petites perturbations, voire des petites déformations. Donc ça c'est faux, vous allez le voir. Hein. Donc on est obligé d'en parler. Donc je vais vous montrer quels sont les rapports avec les tenseurs de déformation tout à fait rigoureux qu'on a vus ensemble, hein, ici. Alors pour ça, je vais exprimer le tenseur grand E. Grand E, vous vous rappelez, c'est 1/2 de C moins G. D'accord? Et je vais l'exprimer en fonction du champ de déplacement. Vous vous rappelez, le champ de déplacement, j'ai dit, c'est un truc annexe qui est la même chose que la description de mouvement de Lagrange, mais simplement, il faut lui enlever un XO0. Bon, alors donc on va faire ça, puisque le tenseur des petites perturbations dont on vous a parlé, il n'est pas défini avec les positions actuelles et de référence, il est défini avec le champ de déplacement. Donc on va faire la transformation de formule. Donc grand E, c'est 1/2 de C moins G. Bon, ça c'est la définition de grand E. Hein. Et donc C, c'est F transposé F. Donc ça, c'est la définition de C. On l'a vu ensemble.
Et puis f, c'est g plus gradient de u. Donc en fait, vous remplacez f par g plus gradient de u. Donc là, dans le premier terme, là, c'est transposé, et puis là, ça ne l'est pas. Hein, donc je fais du remplacement, et je développe ce produit. Hein. Donc en développant les deux termes rouges, là, bon, bah, j'obtiens tous les termes rouges qu'il y a là, et moins g. Hein. Et dans ce développement, j'ai utilisé le développement d'un produit de somme. Ici, j'ai utilisé le fait que g point t est égal à t point g égale t. Hein, voilà. Bon, et donc le g se simplifie, et donc voilà. Une autre écriture du tenseur grand E, non pas décrit donc avec le gradient de la transformation, mais écrit avec le gradient des déplacements, gradient lagrangien des déplacements, c'est exactement la même chose. Donc là, il n'y a aucune approximation. D'accord ? Voilà. Bon. Alors, où ça s'embête, enfin, où on pose ce qu'on appelle une petite perturbation, on suppose que la norme du gradient lagrangien du déplacement est très inférieure à 1. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on a envie de se faire sauter ce terme de produit, là, qui, effectivement, si on admet cette hypothèse, eh bien, ça va simplifier nos formules en gradient de U. D'abord, on peut se demander pourquoi on veut faire sauter ce produit-là en gradient de U. Et puis, deuxièmement, on peut se demander quelle est la signification cinématique, hein, quelle est la signification physique de cette hypothèse. Donc, ces questions, on va se les poser et on va y répondre. Deuxièmement, vous avez tous vu cette démonstration. On fait une pseudo-linéarisation. Pseudo-linéarisation, c'est-à-dire que même si norme de gradu est très inférieure à 1, on veut faire sauter ce terme produit, parce que bon, les physiciens de l'époque n'aimaient pas les produits. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Ça, c'est un terme d'ordre 2, ça, c'est un terme d'ordre 1, un infiniment petit d'ordre 1. Et donc, on est en train de dire, ah bah tiens, je vais négliger un terme d'ordre 2 devant un terme d'ordre 1. Donc, ce n'est pas une linéarisation correcte. Les termes d'ordre 2, on les néglige devant 1, pas devant les termes d'ordre 1. D'accord? Donc, c'est une pseudo-linéarisation qui est présentée dans tous les cours comme ça. Donc, cette faute mathématique est présentée dans tous les cours qui parlent de petites perturbations. Hein. Donc, il y a quand même un problème dans la définition de epsilon. Bon, alors, si on fait ça, hein, c'est-à-dire qu'on décide de négliger ce terme produit devant les termes pas produits, hein, eh bien, alors à ce moment-là, on aboutit à la définition que tout le monde connaît. Hein. Mais à quel prix? Hein? C'est-à-dire que vous avez, supposé que norme de gradu est très inférieure à 1, on va se poser la question de ce que ça veut dire. Et deuxièmement, on fait une pseudo-linéarisation que moi je considère comme mathématiquement incorrecte. Hein? Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négliger x2 devant x. Hein? On peut négliger x2 devant 1. D'accord? Et si vous reprenez tous les calculs de linéarisation que j'ai faits dans la page précédente, eh bien vous verrez que je n'ai jamais négligé les termes parce qu'ils avaient un exposant 2. Hein? C'était parce qu'il y avait un 1 dans la même somme. Hein? Bon, alors voilà. Donc ça, vous le reconnaissez. Hein? Sim de gradu, c'est le truc que vous avez tous vu passer et que je considère comme mal défini. On a négligé norme de gradu carré devant norme de gradu. Ouais, et ça, c'est très déplaisant. Bon, alors la confusion courante dans le vocabulaire que j'entends, oui? Ben, c'est mal défini, oui, on va en voir des conséquences, oui. On va en voir des conséquences. Premièrement, donc ça, c'est du vocabulaire. C'est-à-dire qu'on dit petite perturbation et ou bien on dit petite déformation. J'entends souvent dire « Oh, je suis en petite déformation, donc je peux utiliser epsilon ». Ce n'est pas vrai. Hein? Il est vrai que les petites perturbations, c'est-à-dire norme de gradu très inférieure à 1, on va voir ce que ça veut dire après cinématiquement, hein, ça entraîne bien que grand E est très inférieur à 1, ça c'est marqué dans la formule ici, il n'y a pas de problème. Donc si j'ai petite perturbation, c'est-à-dire norme de gradu très inférieure à 1, j'ai bien petite déformation. Mais la réciproque n'est pas vraie. Hein. C'est-à-dire que une
petite déformation n'implique pas que norme de gradu est très inférieure à 1, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de supposer ça, et donc même pas le droit de faire la pseudo-linéarisation correspondante. Ça, c'est important. Hein. Alors, je ne sais pas si je me permets de le faire ou pas le faire. J'ai un exemple qui vous montre que dans un cas de petite déformation, où une norme de gradu est très inférieure à 1. Bon, je vous le montre finalement rapidement, parce que après tout, c'est quand même bien de... Oh, j'ai du mal en me retournant. Hein. Bon, comment je vais faire? Voilà. Il marche pas bien ce machin de pad là. On va l'avoir là. Voilà. Je vais prendre un mouvement particulier. Hein, et on va regarder ce qui se passe. Voilà. On prend un observateur et je prends une particule et sa position de référence. Et le mouvement que je vais prendre, c'est une rotation de 90 degrés. 90 degrés, c'est pour m'éviter des sinus et des cosinus, etc. Hein. Voilà. Donc, en fait, toutes les particules vont subir une rotation de 90 degrés. Bon, ça, tout le monde peut comprendre ça. Hein. Et ensuite, eh bien, je vais tracer le vecteur déplacement tel que je définis, c'est-à-dire la position à l'instant t moins la position à l'instant t 0. D'accord? Et je vais calculer son gradient. Hein. Bon, alors, le vecteur déplacement, on va écrire ses composantes sur W1, W2, W3. C'est la différence des abscisses. Là, c'est ce que je suis en train d'écrire. Hein, plus la différence des ordonnées. Et puis, avec le mouvement que j'ai pris sur W3, il n'y a pas de composante du vecteur déplacement, c'est-à-dire ça reste dans le plan. Hein. Bon, 0, donc sur W3. Tout le monde sait calculer le gradient d'un vecteur. Hein, et donc, il faut donner le gradient lagrangien du déplacement. Alors là, je ne suis pas encore tout à fait content parce qu'il faut que je l'exprime seulement en fonction de x0. Hein. Bon, mais c'est pour ça que j'ai pris une rotation de 90 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, ce terme-là, là, xtp1, voilà. Oh ouais, j'étais un peu vite. Voilà, on va aller doucement. Voilà, le terme xtp1, eh bien, je peux le remplacer par x0p2 parce que vous voyez, les deux segments verticaux, là, les deux segments rouges sont égaux. Ça, c'est dû au fait que j'ai une rotation de 90 degrés. C'est ce qui me permet d'écrire peu de choses. Hein. Sinon, vous auriez eu des paquets de sinus et des paquets de cosinus avec un angle de rotation quelconque. Hein. Bon, même chose là avec les deux segments rouges. Hein, c'est-à-dire que le xt, je vais pouvoir le remplacer par un x0, mais pas le même. Voilà, bon, donc ça y est, maintenant, j'ai la description de Lagrange du champ de déplacement en fonction de x0 et de t. D'accord? Voilà, bon, eh bien, ça y est, j'ai le champ de déplacement, maintenant, je calcule epsilon, et d'abord, son gradient, le gradient du champ de déplacement. Alors là, j'ai un moins 1, ça c'est du1, c'est-à-dire la composante sur u1, dérivée par rapport à x0, 1, c'est la première composante, donc c'est ce terme-là, ça me fait 1 moins 1, le terme rouge dans la formule du dessus. Le terme rouge dans la formule du dessus me donne encore un moins 1 sur la deuxième colonne, et le 0, en fait, me donne un 0 ici. Maintenant, j'ai les dérivés de U2 par rapport à X1, des U2 par rapport à X2, des U2 par rapport à X3. Donc là, des dérivés de U2 par rapport à la première composante, donc c'est 1. Ici, vous voyez le terme en rouge correspondant. Hein, deuxième composante dérivée par rapport à X01. Là, vous avez un moins 1, un 0, et puis sur la dernière ligne, j'ai 0 parce que les DU3 sont 0. Bon, voilà le gradient lagrangien de U. Et j'en prends la partie symétrique, donc je trouve epsilon. D'accord? Vous pouvez vérifier que les calculs sont justes. Hein. Bien, bon, voilà epsilon. Alors d'abord, c'est embêtant. Je suis parti d'un mouvement où toutes les particules ont une rotation de 90 degrés. Je sais que c'est un mouvement de solide et que la déformation est nulle. Hein? Et je trouve un epsilon qui n'est pas nul. C'est quand même ennuyeux. Hein? D'accord? Voilà. Alors donc, vous voyez, je suis en petite déformation, c'est certain, il n'y en a pas. Et je calcule epsilon, et voilà epsilon qui n'est pas nul. Donc epsilon est une mauvaise mesure des petites déformations. Ensuite, dans ce mouvement de solide, la norme de gradu
eh bien vous la calculez, vous avez gradu, hein, la norme de gradu c'est 2. Est-ce que vous pensez que norme de gradu est très petit devant 1? Non. Donc je n'ai pas le droit d'utiliser epsilon dans ce mouvement. C'est-à-dire faire l'approximation d'enlever le produit. Hein? C'est une approximation à peine acceptable, puisque c'était une pseudo-linéarisation, ce n'est pas une vraie linéarisation. Hein? Voilà, et donc epsilon différent de 0. Voilà, je suis désolé, voilà un mouvement hein, où je suis certain qu'il n'y a pas de déformation, je calcule epsilon avec sim de gradu, hein, et je n'ai pas 0. Si je calcule E, donc là c'est un tenseur de déformation, même s'il n'est pas objectif, il est exact celui-là. Hein. Donc je calcule E, eh bien je calcule d'abord le produit grade transposé gradu, le truc que j'ai fait sauter. Hein. Voilà, bon alors ça fait cette matrice-là par cette matrice-là, et je trouve ça. Hein. Et en fait, quand vous calculez grand E, vous voyez, ça va très bien marcher, parce que grand E, c'est le produit sauté plus 2 fois epsilon, là. Hein. Vous faites la somme de ces deux matrices, là, voilà, c'est les deux qui sont en rouge, et vous voyez que ça fait bien 0. C'est-à-dire que quand je fais une vraie déformation, hein, un vrai tenseur de déformation, grand E, sans approximation, même pas objectif, ça fait rien, je trouve bien 0 quand il n'y a pas de déformation. Donc vous voyez le souci. Hein. J'étais en petite déformation, on ne peut pas plus petite, il n'y en a pas. Hein. Et epsilon ne vaut pas 0. Voilà. Bon, donc epsilon est une mauvaise mesure des petites déformations. Je suis désolé. Hein. Bon, je reviens donc à... Ah, j'ai encore loupé. Voilà. Comment? Oui? On va en parler. Donc j'en étais là, confusion courante, confondre petite déformation et norme de gradu très inférieure à 1. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Hein. En fait, c'est ce que je vais écrire ici, c'est que norme de gradu très inférieure à 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, vous avez le gradient lagrangien d'un vecteur qui est pratiquement égal à 0. Ça veut dire que ce champ de vecteur est quasiment uniforme. Et qu'est-ce que c'est qu'un champ de déplacement uniforme ou quasiment uniforme? C'est quoi? Quel est le mouvement? Hein? Presque uniforme, on va dire. Ouais. Et quel mouvement de corps rigide? Comment? Translation, ouais, seulement translation. Vous voyez? Donc, petite déformation, c'est corps rigide, mais là, non, pas de chance. Quand vous dites norme de gradu très inférieure à 1, vous dites le champ de déplacement est une quasi-translation. Translation, pas rotation. Alors, l'exemple que je vous ai fabriqué, c'était justement une grosse rotation sans déformation. Vous voyez? Donc, on oublie ça. C'est-à-dire qu'on peut utiliser epsilon si on en a envie, avec quand même la réserve que la linéarisation n'est pas une linéarisation correcte. Hein. On peut utiliser epsilon, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous décidez que norme de gradu est négligeable, hein, petit, et que vous pouvez faire sauter le terme produit, eh bien il faut que le mouvement soit une quasi-translation. Or, lorsque vous dites « Ah, le mouvement est une quasi-translation », à supposer que vous trouviez un observateur pour lequel ce mouvement est une quasi-translation. Il n'y a aucune chance que pour un autre observateur, ça soit vrai. Donc on a abouti à une absurdité un peu bizarre. C'est-à-dire que certains observateurs ont le droit, pour un mouvement particulier, d'utiliser epsilon et d'autres pas. Vous voyez? Quand on se pose la question du changement d'observateur, hein, ça devient un peu absurde. Vous voyez? C'est-à-dire que, ah bah oui, il y en a un qui dit, moi j'ai un mouvement quasi-translation, et dit donc je vais utiliser epsilon, et puis l'autre il va dire, ah ben non, pour moi c'est pas une quasi-translation, parce que je suis un observateur en mouvement par rapport à l'autre, et le mouvement qu'il voit, le champ de déplacement, c'est pas du tout une quasi-translation. En fait, l'exemple que je vous ai construit, il existe dans des mouvements pourtant qu'on étudie assez souvent en théorie des poutres. Le mouvement que je vous ai donné, c'est la rotation en fait d'une section droite d'un truc de torsion, par exemple. Et vous ne pouvez absolument pas dire que c'est une quasi-translation quand vous regardez le champ des déplacements.
voyez? Donc même en torsion ou en flexion, enfin partout où vous avez des rotations importantes, hein, eh bien vous ne pouvez pas utiliser epsilon légalement, mathématiquement. Hein. Donc le seul essai pour lequel l'approximation pourrait être valable, si j'admets la pseudo-linéarisation, c'est l'essai de traction. Là, vous avez des déplacements qui sont tous quasi parallèles, hein, et donc on peut utiliser epsilon dans ce cas-là. Je vous ai peut-être choqué, je suis désolé, hein, mais c'est comme ça. Oui? Ah, bah ça c'est des mathématiques, hein. C'est-à-dire que toutes les formules de linéarisation, par exemple celle que j'ai écrite, racine de 1 plus epsilon, 2 epsilon, non, pardon, oui c'est ça, oui, est équivalent à 1 plus epsilon, des trucs comme ça, c'est toujours des linéarisations en faisant sauter les termes du second ordre devant 1. Hein. Or là on fait sauter un terme du second ordre devant un terme du premier ordre. Hein. Pour moi c'est pas correct. Bon, voilà. Donc, la restriction sévère sur les mouvements envisageables quand on utilise epsilon, c'est que le mouvement soit une quasi-translation. Vous voyez? Et donc, normalement, c'est pas correct de l'utiliser lorsque le champ de déplacement s'éloigne d'une quasi-translation, et ça se traduit en flexion et en torsion, notamment, de manière violente. Voilà. Bien. Donc, pour l'observateur, et seulement pour l'observateur, le mouvement doit être une quasi-translation, et quand on change d'observateur, eh ben, il n'y a aucune chance que ce soit une quasi-translation pour l'autre observateur. Voilà, bon. Alors les formules simplifiées avec epsilon, vous les connaissez, je les réécris rapidement. Hein. Donc si on admet les restrictions introduites, donc on néglige norme de gradu au carré devant norme de gradu, et puis ensuite le mouvement de quasi-translation pour l'observateur choisi, bon. Alors, on a les résultats suivants. KL de U égale 1 plus epsilon point U0. Donc ça, vous savez ça, vous l'avez déjà vu 1000 fois. Hein. Et donc, KL moins 1 est appelé dilatation linéique relative. C'est du vocabulaire, ou l'allongement relatif. Enfin, bon, voilà. La dilatation surfacique, c'est comme ça. La dilatation volumique, c'est comme ça. 1 plus trace de epsilon. Et les distorsions stériques et angulaires n'existent qu'au second ordre près. Donc, en fait, vous voyez que les formules que j'ai données ici sont les mêmes que celles avec epsilon u. Hein, les formules linéarisées. Mais ça ne veut pas dire que epsilon et epsilon u, c'est la même chose. Hein. Ce sont deux tenseurs différents et je tiens à le montrer. Donc les formules sont semblables avec celles que j'avais établies avec epsilon u, c'est-à-dire le tenseur non objectif qui identifie les directions matérielles par leur direction initiale u0. D'accord? Mais il y a un mais. Epsilon, c'est sim de f-g, c'est-à-dire sim de gradient lagrangien de u. Hein. Et donc si vous faites f égale ru, eh bien, c'est donc, pardon, c'est pas la même chose que epsilon u, parce que epsilon u, c'était u moins g. Hein. Et donc, c'est seulement si r égale g que, à ce moment-là, on pourrait confondre epsilon et epsilon u. Voilà. Hein. Donc, bon, vous en faites ce que vous voulez, ou bien vous continuez à utiliser epsilon, c'est-à-dire faire l'autruche, ou bien vous utilisez des tenseurs propres. Hein. Voilà. Oui? Est complètement nul. Bah, je vous en ai montré un, là. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Non, mais il y a des cas qui marchent. Il suffit, par exemple, en petite déformation, j'ai qu'à changer d'observateur. Au lieu de faire d'observer un solide en rotation, je vais prendre l'observateur sur le solide. Là, le champ de déplacement, il est nul. Le gradient, il est nul aussi. Et vous allez calculer la partie symétrique du gradient qui va être nulle aussi. Voilà, mais j'ai changé d'observateur. Pour un observateur, le champ de déplacement est des rotations, celui que j'ai dessiné, mais si vous changez l'observateur et puis que vous ne voyez pas de rotation, que vous voyez même un champ de déplacement nul, puisqu'il n'y a pas de déformation, hein, et évidemment, là, ça va marcher. Bon, oui.
Mais enfin, la norme de gradu, la rendre petite, hein, ça veut dire exactement que le champ des déplacements est quasi uniforme. C'est-à-dire que c'est une quasi-translation. Voilà. Donc si vous êtes dans ce cas-là, que votre déplacement observé par un observateur est une quasi-translation, voilà. C'est acceptable si on accepte la pseudo-linéarisation. Voilà. Bon, donc j'en ai terminé avec epsilon. Maintenant, on va parler de changement d'observateur. Alors, les grandeurs bien définies, c'est-à-dire ceux dont la définition est universelle. Hein, c'est-à-dire donc que j'en donne une définition, c'est la même pour tout le monde. Hein. Vous avez les tenseurs basés sur f transposé. Donc ça, ceux-là, on sait, ils ne sont pas objectifs. Les tenseurs basés sur... c'est f transposé f qui ne sont pas objectifs. Les tenseurs basés sur ff transposé, ceux-là sont objectifs. On a écrit ces formules, c'est un rappel. Hein. La dilatation linéique, bon, ben ça, il faut le vérifier, mais c'est rassurant. C'est-à-dire que quand on change d'observateur et qu'on calcule la dilatation linéique avec les formules que j'ai données, eh bien, on trouve la même. Donc, une biparticule change de longueur de la même manière pour tous les observateurs. C'est bien, c'est rassurant. Hein, puisque une grandeur scalaire objective, c'est l'égalité. Hein. Bien. Pareil pour la dilatation surfacique. Bon, donc ça, toutes les démonstrations sont faites dans mon poly, c'est-à-dire que si je calcule la dilatation surfacique pour un observateur, la dilatation surfacique pour un autre, c'est la même, tant mieux, c'est bien, c'est rassurant. Pareil pour la dilatation volumique. La distorsion angulaire, c'est objectif aussi, c'est-à-dire que tous les observateurs voient la même distorsion angulaire de deux directions matérielles, et tous les observateurs voient la même distorsion stérique de trois directions matérielles initialement orthogonales. Voilà. Donc ça, c'est des formules à démontrer. Par exemple, les deux dernières sont très très simples, puisque vous vous rappelez que la distorsion angulaire ou stérique s'exprime en fonction des dilatations linéiques et de la dilatation volumique ou bien de la dilatation surfacique. Et donc, comme ces termes-là sont objectifs, leurs rapports, enfin leurs combinaisons sont objectives. Donc quand on change d'observateur, toutes ces quantités ne changent pas. Alors la déviation, alors là c'est non objectif, c'est-à-dire quand on change d'observateur, la déviation d'une direction matérielle, c'est-à-dire l'angle entre sa direction initiale et sa direction actuelle, n'est pas le même pour tous les observateurs. Pourquoi? C'est simple, c'est parce que les observateurs ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre a priori, hein, et donc c'est comme ça. Grandeur mal définie, donc epsilon. Hein. Si on essaye d'écrire des formules de changement d'observateur avec epsilon, on va tomber sur un os. D'abord parce que c'est mal défini, parce que en fait l'hypothèse de petite perturbation, c'est-à-dire la norme de gradu petite devant 1, eh bien elle n'est pas universelle. Je vous ai montré hein, avec l'exemple que si je change d'observateur, norme de gradu, il peut passer de 2 à 0 selon que je m'attache au solide ou bien que je le regarde tourner. Vous voyez hein. Donc, cette hypothèse-là, si un observateur peut le faire, un autre ne peut pas. Vous voyez? C'est en ce sens que je dis que cette approximation n'est pas universelle. Voilà. Donc, quel que soit R tilde, si j'ai une norme de gradu très inférieure à 1 pour un observateur, je ne l'ai pas pour un autre observateur. Voilà. Deuxièmement, le changement d'observateur de epsilon, bah, je peux essayer de l'écrire, c'est-à-dire je fais le changement d'observateur de sim de gradu. Hein. Alors bon, bah, c'est un calcul, on écrit sim de gradu pour l'observateur R tilde, et puis on fait les changements d'observateur suivant la méthode que j'ai donnée, et on obtient une formule épouvantable, hein, qui est celle-là, c'est-à-dire que voilà epsilon tilde, et puis là, vous reconnaissez même pas epsilon dans cette partie droite, quoi. C'est clairement différent d'un tenseur objectif. Hein, où pour un tenseur objectif, je devrais obtenir Qt, epsilon Qt transposé, hein, et je ne l'ai pas, quoi. Clairement, c'est pas ça. Hein, donc, c'est pas objectif. Voilà. Hein. Bien. En bref, donc je me résume pour les déformations. La déformation, donc, c'est un truc qui est mesuré entre un instant de référence. Je vous rappelle, choisir arbitrairement, on peut trouver des raisons physiques pour choisir celui-là et pas un autre, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et un instant actuel, eh bien, cette déformation est décrite par un champ de tenseurs, hein, champ de tenseurs de déformation, et même plein de champs de tenseurs de déformation, selon que vous prenez la racine, le carré, etc. Bon, voilà.
Tous les tenseurs de déformation permettent de calculer la dilatation linéique, on l'a vu. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est le seul truc qui m'intéresse, moi, c'est la dilatation linéique, c'est les changements de longueur. Hein. Les tenseurs non objectifs donc, identifient la direction matérielle dont je veux calculer la dilatation par sa direction de référence, alors que les tenseurs objectifs identifient la direction matérielle dont je veux calculer la dilatation par leur direction actuelle. Hein, donc c'est un résumé pour remettre les idées en place. Tous les tenseurs de déformation, éventuellement petites, hein, permettent d'évaluer les scalaires suivants: la dilatation linéique surfacique volumique, hein, les distorsions angulaires et stériques. Alors vous prenez vraiment les tenseurs que vous voulez, vous aurez des formules différentes, mais vous savez transformer d'une formule à l'autre. Hein. Et dans le cas des petites perturbations, ben, l'hypothèse donc norme de Gradu n'est pas universelle, car la quasi-translation pour un certain mouvement n'est pas vraie pour tous les observateurs. Voilà le résumé sur ce que j'ai à dire sur les déformations. Bien. Dernier point du cours, on va parler de vitesse de déformation. Hein, cette fois-ci, ce n'est plus des déformations, c'est des vitesses de déformation. Alors, pour envisager ces choses, on s'intéresse donc à la dérivée temporelle de la déformation, c'est-à-dire la dérivée temporelle de la longueur des particules. Hein, d'accord? Bon, et la dérivée temporelle, en fait, de toutes les grandeurs cinématiques locales que j'ai définies, c'est-à-dire dilatation linéique, hein, dilatation surfacique, hein, dilatation volumique, hein, distorsion stérique et distorsion angulaire. Voilà. On regarde comment ça varie dans le temps. Donc on regarde les dérivées par rapport au temps de ces choses-là. D'accord? Bien. Alors il y a deux points de vue équivalents. Il y a les solidiens qui disent « Ah bah oui, tiens, je veux savoir la vitesse de déformation, donc je vais prendre les définitions que j'ai utilisées dans les déformations et les dériver par rapport au temps, puis je vais voir ce que ça donne. » Ça, c'est le point de vue des... Ah, je ne l'ai pas pris dans le bon ordre. Ça, c'est plutôt le point de vue eulérien, c'est le point de vue des mécaniciens des fluides, hein, des fluidistes, comme je dis. C'est-à-dire que, comme l'instant de référence ne les intéresse pas, hein, c'est-à-dire que, finalement, un fluide n'a pas de forme propre et je n'ai aucune raison de choisir un T0 particulier pour calculer une déformation. Les fluides ne parlent jamais de déformation. Ils parlent seulement de vitesse de déformation par l'analyse du champ des vitesses actuelles. C'est la méthode classique qui est présentée dans tous les bouquins. Hein. Et les solidiens, eux, préfèrent souvent dire oh, bah, tiens, je vais étudier la vitesse de déformation en dérivant par rapport au temps les choses que j'ai définies précédemment. Voilà, bon. Alors donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va tomber sur la même chose, c'est-à-dire sur le même tenseur des taux de déformation. Suivant les deux points de vue, c'est équivalent. Hein. Bon, on va montrer ça. Donc, alors, j'introduis donc la dérivée temporelle logarithmique, c'est-à-dire le mot taux en cinématique veut dire ça, c'est-à-dire qu'on appelle taux d'une grandeur cinématique la dérivée temporelle logarithmique. Bon, parce que c'est cette dérivée logarithmique par rapport au temps qui va apparaître dans les calculs, c'est pour ça que je l'introduis. Donc, je dirais taux de x, hein, et je le noterai taux indice x, tout simplement, hein, c'est x point sur x. Hein, c'est la définition habituelle de la dérivée temporelle logarithmique. Donc je l'introduis comme ça tout de suite parce que c'est ces dérivées-là qui interviennent dans les calculs qui vont suivre. Alors le taux de dilatation linéique, on va commencer par celui-là. Alors sur cette page, je prends le point de vue eulérien. Hein, c'est la démonstration classique que vous trouverez à peu près dans tous les bouquins. Hein. Soit une particule P, un chemin matériel issu de P, bon, rappelez-vous la figure que j'ai dessinée, de particules génériques P' sur le chemin matériel, hein, et donc ce qui va m'intéresser, c'est de calculer la dérivée temporelle, donc L point, hein, la dérivée par rapport au temps, de la longueur actuelle de la biparticule. C'est ça que je suis en train de calculer. Hein. Alors, bon... Là, c'est toujours un peu le même principe de calcul. La dérivée de la norme, bon, là, je rappelle un résultat, donc c'est V sur norme de V multiplié, contracté avec V point. Ça, c'est un truc d'algèbre qu'on a vu ensemble avec les tenseurs. Donc, j'utilise cette formule-là pour écrire ça. Ensuite,
ce vecteur-là qui est en rouge, eh bien, c'est un vecteur unitaire. Donc, c'est le vecteur unitaire du segment qui va de P à P'. Hein. Là, c'est une variation de vitesse, hein, la vitesse de P' moins la vitesse de V, que je peux écrire avec le gradient eulérien des vitesses, hein, c'est-à-dire que le changement, la variation de la vitesse est égale au gradient de V multiplié par la variation des positions. Hein, donc définition du gradient habituel, ici du gradient eulérien, bien sûr. Et donc, je calcule L point T sur LT, c'est-à-dire donc la dérivée logarithmique, hein, de la longueur. Pourquoi je divise par LT? Vous allez voir que ça arrange mes formules. Là, je vais avoir, puisque je divise par la LT, c'est-à-dire par la norme de x' moins x, là, donc ça va me donner un vecteur unitaire, d'accord? Et donc, en plus, ça aussi de l'algèbre, c'est-à-dire que le gradient eulérien de V, je peux le décomposer en partie symétrique et partie symétrique. Et la partie antisymétrique ne va pas contribuer au résultat parce que vous savez que pour un tenseur antisymétrique, V.A.V, si A est antisymétrique, ça fait 0. Hein, bon, ça c'est de l'algèbre. Donc je ne garde que la partie utile, sim de grade V. Et donc la définition du tenseur du second ordre qu'on appelle tenseur des taux de dilatation linéique. Ah non, le taux de dilatation, le tenseur ça viendra après, excusez-moi. Le taux de dilatation, c'est la limite lorsque P' tend vers P de L point sur LT, c'est-à-dire de ce terme-là, sachant que, et donc la limite c'est ça, parce que sachant que ces termes-là, comme d'habitude, tendent vers 0 lorsque P' tend vers P. Hein, j'écris pas tout, voilà, et donc finalement c'est ça. Hein. Donc je peux calculer le taux de dilatation linéique d'une direction matérielle en disant ut.sim de grade V.ut. Hein. Et sim de grade V, je vais lui donner le nom de tout le monde, hein, c'est le tenseur des taux de déformation que tout le monde note grand D. Hein. Voilà. Donc encore une lettre, hein, je suis désolé, mais on peut laisser sim de grade V, mais c'est pas grave. Donc grand D, tenseur des taux de déformation, je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord sur cette notation. Voilà, donc en fait, le taux de dilatation linéique, hein, dans une direction matérielle, eh bien, c'est ut.d.ut. Hein. Donc là, c'est la formule qui me permet de calculer la dérivée logarithmique, hein, du taux de dilatation linéique. Bien, donc les unités, c'est des secondes moins 1, évidemment. Bien, le taux de dilatation linéique, le même, mais on va prendre un point de vue lagrangien. C'est-à-dire, on va montrer que finalement, si je dis, bah, tiens, je regarde la dilatation linéique, je regarde sa dérivée par rapport au temps, et vous allez voir que c'est le même tenseur D qui intervient. D'accord? Bon, alors voilà, je rappelle quelques formules que j'ai établies précédemment, hein, parce que je vais les utiliser dans mon calcul. Bien, je veux calculer la dérivée temporelle de la dilatation linéique, donc c'est le KL. Hein, voilà, donc je vous rappelle, le KL, c'est la limite de LT sur L0. Hein. Bon, alors donc, le KL point, alors donc, à cause de cette formule-là, j'ai la dérivée de la norme, donc dérivée de la norme d'un vecteur, ça c'est de l'algèbre, ça s'écrit comme ça, c'est comme tout à l'heure. Hein. Le f.u0 sur norme de fu0, vous le reconnaissez, il est là, c'est ut. Voilà. Alors, ensuite, le f.u0 dérivé par rapport au temps, comme u0 c'est un vecteur position initiale, c'est pas dépendant du temps, donc je ne dérive que le f. Hein. Voilà. Ensuite, je mets un f-1f, ça ne change rien, c'est juste faire apparaître ce qui m'intéresse, en fait le f.u0 qui vient à la fin, là. Et donc, en fait, lorsque je calcule la dérivée logarithmique, donc, pardon, encore un mauvais bouton, voilà, cette dérivée logarithmique, je divise par KL, donc en fait, ça me fait diviser par le f.u0, etc., etc. Et donc, finalement, je trouve que la dérivée logarithmique KL point sur KL est égale à ut du, la même formule que j'avais trouvée du point de vue eulérien. Bon, alors donc, dans le polycopier que vous trouverez sur mon site, je les fais tous, c'est-à-dire par grandeur, point de vue eulérien, point de vue lagrangien, point de vue eulérien, point de vue lagrangien, mais ici, je ne vais pas les faire tous. Hein. Voilà. Alors,
en fait, le taux de dilatation linéique dans une direction matérielle, eh bien, c'est la dérivée logarithmique de la dilatation linéique. Donc, c'est bien le taux de dilatation linéique, voilà. Bon, une autre démonstration qui est intéressante, qui peut peut-être mieux vous faire comprendre pourquoi, finalement, le point de vue eulérien et le point de vue lagrangien, c'est la même chose. Voilà, la définition par limite, je n'ai pas écrit les arguments de la limite en dessous là pour aller plus vite, hein. Taux L de U, c'est la limite de L point sur LT, c'est la définition du taux de dilatation volumique linéique que j'ai donné. Vous divisez par L0 au-dessus et en dessous et vous n'avez rien changé. Et vous voyez qu'on fait apparaître les dilatations linéiques KL, hein, en divisant par L0 au-dessus et en dessous. Vous voyez? Donc en fait, c'est la même chose que la limite de LT point sur L0 sur la limite de LT sur L0. D'accord? Et donc, en fait, c'est la limite de LT sur L0 point, et donc c'est le KL point sur KL. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez qu'un autre point de vue, ça permet de se rendre compte qu'au fond, quand je calcule une dérivée logarithmique, peu importe la référence à un instant t0 que je me suis donné, vous voyez, parce que je peux diviser par L0 au-dessus et en dessous, et ça n'a aucune importance. C'est pour ça qu'on a le même résultat. Voilà, bon. Alors, autre affirmation, taux L de U, le taux de dilatation linéique, eh bien, c'est un scalaire objectif. Donc, ça se démontre par les méthodes habituelles. Hein. C'est-à-dire que je calcule le taux L pour un observateur, je fais les changements d'observateur que je sais faire, et puis je vois apparaître le taux L pour l'autre observateur. Voilà, c'est toujours la même méthode de changement d'observateur. Hein, et la démonstration est dans le PDF. Et le tenseur des taux de déformation, j'ai oublié de le dire, il est objectif, mais quelque chose, ça c'est une idée que j'entends souvent et qui est donc que je veux corriger. Le tenseur des taux de déformation n'est pas la dérivée d'un tenseur de déformation. Hein. Bon, et ça c'est facile à voir, parce qu'en fait, je vous ai montré que la dérivée particulière d'un tenseur de déformation, d'un tenseur quelconque de déformation ou pas, n'était jamais objective. Alors que D est objectif. Donc vous n'aurez jamais une égalité comme ça. Hein, voilà. Donc c'est une idée qui est souvent confusément exprimée, pas toujours clairement, mais donc je vous le relève tout de suite. Hein. D n'est pas la dérivée d'un tenseur de déformation, aucun, hein, c'est pas possible, hein, parce qu'on ne peut pas écrire un truc objectif égal à un truc non objectif. Voilà, bon. Alors, là, vous devriez aller voir dans le polycopier les dérivées particulières des tenseurs de déformation. Non seulement elles ne sont pas objectives, mais je les donne dans le polycopier. Donc il faut aller les voir dans les annexes. C'est du calcul technique, de l'algèbre, hein, c'est pas... mais bon, je ne vous encombre pas avec ces formules. Et surtout, le plus important, les dérivées des invariants. Hein. Là, alors donc, des principaux tenseurs de déformation, je ne les ai pas fait tous. Hein. Donc allez voir en annexe, il y a toutes ces formules là qui peuvent vous servir pour vous éviter de les refaire, quoi, ou bien aussi pour les vérifier. Bon, alors taux de dilatation volumique et surfacique, bon, bah, ça va très vite, hein, parce que je ne vais pas refaire les démonstrations du même type. Mais, donc le tenseur des taux de déformation, le grand D que je viens de définir, permet de définir le taux de dilatation volumique. Donc voilà, c'est la limite de V point sur V actuel. Hein. Eh bien, on trouve que c'est la trace de D. Hein. Voilà, bon, ça c'est à vérifier dans le poly, c'est la trace du tenseur des taux de déformation. C'est aussi, entre parenthèses, la divergence eulérienne des vitesses. Hein. Tout le monde connaît ça, ou surtout les gens qui font de la mécanique des fluides savent ça. Et c'est KV point sur KV, c'est-à-dire la dérivée logarithmique de la dilatation volumique par rapport à un état de référence. Voilà. Hein. Taux V est un scalaire objectif. Et puis je vais dire la même chose pour le taux de dilatation surfacique. Hein. C'est-à-dire que taux S, donc d'une facette repérée par une normale petite n, eh bien c'est la limite du rapport ST point sur ST. Et ça sera, alors l'expression, donc c'est trace de D moins NT D NT. Donc voilà, bon, bah, ça c'est la formule, il faut faire le calcul avec la définition classique. Hein. Et aussi c'est KS point sur KS. Voilà. Et enfin, le taux de dilatation surfacique pour une facette de normale n, eh bien c'est aussi un scalaire objectif. C'est-à-dire on fait le changement d'observateur, on s'aperçoit qu'on obtient la même valeur.
Hein. Bon, là, je vais plus vite, je vous affiche les résultats. Pour les taux de distorsion stérique et angulaire, eh bien, on a les mêmes qualités, sauf que, quand même, la définition du taux de distorsion, de la distorsion stérique, elle n'a de sens a priori que d'un point de vue lagrangien, parce qu'on dit initialement orthogonale. Hein. Donc, s'il n'y a pas un instant t0 où elles sont orthogonales, on ne peut pas la définir. Donc, on va la définir à l'envers, c'est-à-dire on va commencer par le point de vue lagrangien. Donc, on va le définir comme ça, delta.s sur delta s, où delta s, c'est la distorsion stérique par rapport à un état t0 où les trois directions étaient initialement orthogonales. D'accord? Bon, et le résultat, eh bien, donc c'est tau L de U plus tau L de U' plus tau L de U seconde moins tau V. En fait, cette formule est assez facile à établir parce que bon, bah, vous avez les dérivés logarithmiques d'un rapport qui s'écrivent comme ça. Hein. Bon, donc je passe sur les formules. Et il se trouve que c'est en fait, ça c'est une vérification pour voir ce que ça donnerait d'un point de vue eulérien, en fait c'est moins la dérivée logarithmique du produit mixte actuel. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que, en fait, la distorsion stérique, qui était définie uniquement d'un point de vue lagrangien, puisqu'il fallait que j'ai un instant t0 où les trois directions soient initialement orthogonales, eh bien, en fait, si je calcule le dérivé logarithmique du produit mixte actuel des trois directions initialement orthogonales, je n'ai pas besoin de savoir quelles étaient, puisque vous voyez que je calcule le produit mixte actuel dérivé par rapport au temps divisé par le produit mixte actuel. On peut interpréter ça en disant que, bon, ouais, même si je ne veux pas savoir s'il y avait un état ou pas, en fait, on peut toujours supposer qu'il y en a un instant t0 où les trois directions matérielles étaient initialement orthogonales. C'est-à-dire ne pas me poser de questions et calculer la dérivée logarithmique du produit mixte actuel des trois directions. Vous voyez? En imaginant qu'il y a peut-être un instant t0 où ces trois directions étaient orthogonales. Voilà. Donc en fait, on arrive à raccorder les deux procédés. Même chose, donc le taux de distorsion stérique est un objectif. Après, je vais dire la même chose sur la distorsion angulaire. Non, pardon, la distorsion, oui, angulaire. Donc, vous prenez deux directions matérielles initialement orthogonales, et donc n, c'est la normale à la facette à la direction matérielle. Hein. Le taux de distorsion angulaire, donc je vais le définir d'abord du point de vue lagrangien, c'est-à-dire que je dis que c'est la dérivée logarithmique de la distorsion angulaire, en supposant qu'à t0, j'avais des directions orthogonales. Hein. Et je trouve ce résultat-là, et en fait, je me rends compte que c'est moins sinus alpha point sur sinus alpha. Hein. Et donc, en fait, même si je regarde l'angle actuel alpha t de deux directions matérielles, eh bien, je trouve le taux de distorsion angulaire en faisant moins sinus alpha point sur sinus alpha. Voilà. Donc, en fait, vous voyez qu'on peut avoir les deux points de vue, même pour les distorsions de directions initialement orthogonales. Voilà. Et, bien sûr, c'est un scalaire objectif, c'est à vérifier. Voilà. Alors, si alpha t est l'angle actuel, on peut donner alpha point, c'est une formule qui donne alpha point, si elles sont actuellement orthogonales, à ce moment-là, vous avez tangente alpha t qui vaut l'infini, donc le deuxième terme disparaît. Donc, si vous voulez calculer la vitesse d'angle de deux directions actuellement orthogonales, vous enlevez le dernier terme. Vous voyez? Bon, voilà. Alors, un dernier point que je voudrais souligner, c'est parler du mouvement des directions matérielles. Donc ça va répondre à la question que tu avais posée, Thierry, tout à l'heure, au sujet des mouvements de solides supposés, etc. Bien, alors, en fait, on va se poser la question comme ça. On va dire, bon, je prends une direction matérielle, je l'observe, et je voudrais savoir comment elle bouge actuellement. Hein? Alors donc, comment elle bouge actuellement? Ça veut dire qu'une direction matérielle, c'est représenté par un vecteur unitaire. Donc pour représenter son mouvement, je vais calculer sa vitesse de rotation.
C'est-à-dire vous avez une direction matérielle, comme j'ai défini avec son chemin, tout ça, la tangente. Hein. Donc cette direction matérielle, je voudrais savoir, je la regarde à l'instant T, et je voudrais savoir quelle est sa vitesse de rotation. Est-ce que vous voyez bien le problème? D'accord? Bien. Donc, alors, je peux parler de la vitesse de rotation d'un vecteur unitaire, parce qu'un vecteur unitaire, c'est un peu comme un solide. Donc, la vitesse de rotation, si vous voulez, c'est la vitesse de rotation d'un solide qui est représenté par un vecteur unitaire. Voilà. Je m'intéresse à cette vitesse de rotation pour essayer de comprendre le mouvement, c'est-à-dire de voir ce qui se passe. Hein? Voilà. Et donc, vous allez voir qu'il n'y a pas de rotation de solide, quoi. C'est ça le... Hein? Donc, vitesse de rotation d'une direction matérielle. Donc, je vais l'appeler oméga t. Oméga, c'est souvent un symbole utilisé pour les vitesses de rotation. T pour dire actuel, hein, je regarde la vitesse actuelle. Et U, c'est une direction matérielle. Hein. Ici, ça sera identifié par sa position actuelle, hein, pas par la position de référence. Parce que la vitesse de rotation d'une position de référence, ça n'a aucun intérêt. Bien, alors donc... ça, c'est de la cinématique élémentaire, hein, c'est-à-dire que la vitesse de rotation, c'est UT vectoriel U pointé. Bon, ça, c'est des trucs, voilà. Et le U pointé, donc, c'est gradient de V point grand H. Pourquoi vous avez le grand H? Eh bien, bon, bah, U pointé, c'est la vitesse, la dérivée de la direction matérielle. Hein. Donc, vous allez voir apparaître un gradient de V. D'accord? Et puis le grand H, il apparaît parce qu'il y a un produit vectoriel. Vous vous rappelez qu'on écrit les produits vectoriels avec un grand H. Donc tout ça, c'est de l'algèbre. Je peux, le détail est donné comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir donc que le vecteur vitesse de rotation, hein, ça s'écrit UT, gradient eulérien des vitesses, point H, point U. Bon, c'est bien un vecteur. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que H est un tenseur d'ordre 3, là vous avez un tenseur d'ordre 2, simple contraction 3 et 2, 5, moins 2, ça fait 3. Hein. Et ensuite, là, vous contractez avec deux vecteurs, là, donc ça va me donner un vecteur à la fin. Donc c'est d'ordre 20. D'accord? Alors, voilà le vecteur vitesse de rotation d'une direction matérielle. C'est-à-dire que je peux affirmer que, donc là, c'est une vitesse de rotation, c'est-à-dire en radians par seconde. Hein. Et là, j'ai le vecteur, c'est-à-dire que l'axe de rotation, c'est porté par ce vecteur. Hein. Donc, ce qu'il est important de regarder, c'est que d'abord, chaque direction matérielle autour d'une particule P a sa propre vitesse de rotation. Vous changez de UT, vous changez de vitesse de rotation. Il n'y en a pas deux qui tournent pareil. Si, il y en a, ouais, mais pas beaucoup. Hein. En chaque particule, en fait, il existe au moins une qui ne tourne pas. C'est-à-dire que, et donc ça, c'est démontré dans le polycopier, en fait, ce tenseur grad V.H, donc, je l'ai dit, était un tenseur d'ordre 3, hein. En fait, quand on analyse, quand on veut que le vecteur vitesse de rotation soit égal à 0, on cherche s'il y en a, eh bien, en fait, on trouve que c'est les valeurs propres de gradient eulérien de V. Or, gradient de V, je vous le rappelle, c'est un tenseur qui n'est pas symétrique. Hein. Et les tenseurs non symétriques, ils ont quelquefois une valeur propre réelle et deux valeurs complexes, ou bien quelquefois trois valeurs réelles. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'il y ait des directions matérielles, celles qui sont confondues avec une direction propre de gradient eulérien de V, hein, qui ne tournent pas. Alors donc ça c'est démontré dans le poly, si je prends une direction matérielle qui est confondue avec une direction propre du gradient eulérien de V, celle-là elle a une vitesse de rotation nulle. Alors il y en a une ou trois, ça dépend hein, des mouvements. Vous voyez. En tout cas, il y a des directions matérielles issues de P qui ont une vitesse nulle, il y en a qui n'ont pas une vitesse nulle, quand vous changez de direction matérielle, vous avez des vitesses différentes, il n'y a pas de vitesse de rotation de la matière. Hein, ça n'a pas de sens. D'accord ? Voilà. Donc, en fait, si je fais ça, c'est d'étudier la vitesse de rotation des directions matérielles. Ça ne sert pas souvent à quelque chose. C'est juste pour enlever ces faux concepts hein, que je parle de ça. Voilà. Alors, ensuite, le vecteur vitesse de rotation d'une direction matérielle, eh bien, il n'est pas objectif. Bon, ça, vous pouvez le comprendre facilement, parce que si un observateur a une vitesse de rotation par rapport à un autre, ces vitesses de rotation vont se combiner, et pas seulement avec une addition, ça peut être plus compliqué. Hein. Bon, et donc, voilà, si j'écris la formule de changement d'observateur des vitesses de rotation, juste pour vous montrer que ce n'est pas objectif, hein, c'est que si je n'avais pas le deuxième terme de l'addition ici, eh bien,
Si j'avais pas ça, ça serait objectif, mais pas de chance, ça ne l'est pas. Vous voyez, parce que ça serait la formule de changement d'observateur d'un vecteur objectif, hein, mais ça ne l'est pas. Donc, c'est pas nul. Voilà. Et alors, juste pour vous faire comprendre les histoires de vitesse de rotation, de composition, etc., en fait, si vous vous rappelez le petit calcul de cinématique que j'ai fait sur le Q point QT transposé, en fait, ça fait apparaître le vecteur vitesse de rotation de R tilde par rapport à R vectoriel U. Donc, en fait, vous voyez bien que pourquoi ce n'est pas objectif, c'est parce que les observateurs ont une vitesse de rotation l'un par rapport à l'autre. Voilà. Bon, bien. Bon, alors, on arrive à la conclusion que je vais faire un petit résumé sur les vitesses de déformation. Donc, pour les vitesses de déformation, le concept important, c'est le tenseur des taux de déformation, grand D, qui est la partie symétrique du gradient eulérien des vitesses. Bon, ça, c'est le truc ça nous permet donc d'évaluer les taux de dilatation linéique, que j'ai noté taux L, hein, d'une direction matérielle. Taux de dilatation linéique, je rappelle, c'est une dérivée logarithmique, hein, de la temporelle, quoi, une dérivée temporelle logarithmique. Je commence à fatiguer. Le taux de dilatation surfacique, pareil, hein, dérivée temporelle logarithmique de la dilatation surfacique. Voilà, taux de dilatation volumique, bon. Le taux de distorsion stérique, donc le ratatinage des directions actuellement, des directions initialement orthogonales, mais en fait on s'aperçoit, je vous l'ai montré, que c'est en fait la dérivée logarithmique du produit mixte actuel. Hein, voilà. Le taux de distorsion angulaire, pareil, hein, pour des angles pas stériques mais angulaires. Et tous ces scalaires sont objectifs, c'est-à-dire que vous pouvez les calculer avec n'importe quel observateur. Hein, et vous trouverez les mêmes valeurs. Hein. La vitesse de rotation d'une direction matérielle n'est pas objective, je l'ai montré à l'instant, la formule de changement d'observateur, ce n'est pas la bonne. Hein. Et donc voilà ce que je voulais résumer sur les vitesses de déformation. Voilà. Dernière page, donc on va faire une petite synthèse de toutes ces deux journées. Hein. Donc en cinématique, on ne s'est intéressé qu'aux mouvements, aux variations de longueur, variations d'angle, etc., des trucs complètement géométriques, hein, et pas du tout aucun rapport avec les causes de ces mouvements. C'est-à-dire, on verra ça donc dans la prochaine série de cours, c'est-à-dire les équations générales. Hein. Voilà. Alors, les concepts fondamentaux, milieu continu, hein, avec les restrictions qui vont avec, hein, rappelez-vous, on ne peut pas faire dire à la mécanique des milieux continus n'importe quoi. Hein. Par exemple, si vous espérez calculer la vitesse des atomes en un point, ce n'est pas la peine. Hein. Bien. L'universalité de relation. Ça, il faudra garder ça en tête parce que vous devrez construire des lois de comportement qui sont universelles. Hein. Sinon, si ce n'est pas les mêmes pour tous les observateurs, on n'en voit pas l'intérêt. Objectivité de grandeur physique. Hein. L'universalité, c'est pour des relations. L'objectivité, c'est un truc qui qualifie des grandeurs physiques. Il y en a qui sont objectives, il y en a qui ne le sont pas. Il faut vérifier. Hein. La déformation actuelle, on a vu qu'il y a par rapport à une forme de référence choisie, même j'aurais pu rajouter arbitrairement en rouge, quoi, parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a pas de raison d'en choisir une. Hein, des raisons physiques, je veux dire. Hein. Donc pour les solides, il y a une raison physique, c'est quand on ne fait rien sur le solide, il a sa forme propre, mais pour les liquides, il n'y en a pas, il n'y a pas de raison. Hein. Alors, donc, différents tenseurs de déformation, on les a classés en tenseurs non objectifs, ceux qui sont basés sur F transposé F, et en tenseurs objectifs, ceux qui sont basés sur FF transposé. D'accord ? Et à partir de ces déformations, on a pu définir des dilatations linéiques, surfaciques, volumiques, des quantités objectives. Tous les observateurs sont d'accord sur ces choses-là. D'accord ? Des distorsions, donc ça nous servira pour essayer de représenter macroscopiquement les glissements qui peuvent se produire localement, des dislocations, des choses comme ça, c'est-à-dire des variations d'angle ou d'une manière ou d'une autre, de manière stérique ou bien de manière angulaire. Vous voyez ? Donc,
ça aussi, les distorsions, telles qu'elles ont été définies, sont des grandeurs objectives, des grandeurs scalaires objectives, c'est-à-dire que tous les observateurs sont d'accord. Quand ils utilisent la définition universelle que j'ai donnée, eh bien, ils trouvent la même valeur. Le taux actuel de déformation, donc de déformation, on dit toujours taux de déformation, mais c'est taux actuel qu'il faut dire, parce que c'est à l'instant T qu'on calcule un tenseur de taux de déformation. Hein. Donc, on a défini grand D, c'est le tenseur principal, c'est sim de grade V. Hein. Et avec ça, je peux calculer des taux de dilatation linéique, surfacique et volumique. Ces grandeurs sont objectives, tous les observateurs s'accordent là-dessus. Hein. Et on peut aussi calculer des taux de distorsion angulaire et stérique, et c'est aussi des quantités objectives. Voilà. Hein. Bon. Le prochain épisode, ça s'appellera Équation générale de la mécanique des milieux continus. Hein. Donc là, on va s'occuper des problèmes de force, hein, c'est-à-dire de ce qui fait qu'il y a des déformations, etc. Au programme, en fait, on parlera de concepts fondamentaux, comme d'habitude. Il y a des concepts fondamentaux qui sont plus ou moins confusément définis ou mal définis dans les cours habituels. On écrira évidemment le principe de la conservation de la masse. C'est un des principes de la physique classique. La masse se conserve au cours du temps. Le principe fondamental de la mécanique. Alors là, je prends un point de vue pédagogique. On en reparlera, mais bon, l'idée c'est de dire, puisque je prenais des étudiants qui sortaient de prépa et pour qui la mécanique était basée sur la loi de Newton, F égale m gamma, eh bien je reprends la même. Hein. Seulement, vous trouverez plein de cours de mécanique, je signalerai comment ça se présente, où on change de principe fondamental et on prend comme principe fondamental soit le principe des travaux virtuels, soit le principe des puissances virtuelles. Déjà, c'est suspect, il y en a deux formes et on se demande pourquoi. On en rediscutera. Le premier principe de la thermodynamique, donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi la conservation de l'énergie. C'est la même chose. Et le second principe de la thermodynamique, donc, qui introduit une autre fonction d'état qui s'appelle l'entropie. Et donc, à chaque fois, j'écrirai dans chacun de ces quatre principes des formes locales et des formes globales. C'est-à-dire pour tout un domaine ou en un point. En un point, ça sera des équations différentielles. Et pour tout un domaine, eh bien, ça sera des égalités, des bilans. D'accord ? Voilà le programme du prochain cours. Voilà. Des questions ? Oui. Le premier, c'était... le premier, c'est les tenseurs. C'est le truc que je vous ai montré sur le tenseur de déformation invalide. Le deuxième, bah, j'attends la question, peut-être. Sur les vitesses de déformation, personne n'a rien à dire. S'il vous plaît, monsieur, concernant les tenseurs à base de Ft fois F, oui. on ne peut pas dire que ce sont des tenseurs matériels. Vous pouvez dire des tenseurs rouges aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que... moi, je définis des mots et je les emploie. Hein, voilà. Je ne sais pas ce que c'est qu'une grandeur matérielle. Alors, si vous avez envie de les appeler tenseurs matériels, vous pouvez. Hein, mais quel est le sens physique caché derrière? Si on ne peut pas dire que ce sont des tenseurs lagrangiens. J'ai expliqué pourquoi je n'aimais pas la dénomination lagrangien-eulérien. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ces tenseurs... On peut les décrire aussi bien par la méthode de Lagrange que par la méthode d'Euler, parce que c'est des champs de tenseurs définis en un point et à un instant t donné. Et comme tous les champs, vous pouvez les décrire par la méthode d'Euler ou par la méthode de Lagrange, en identifiant la particule, soit par sa position de référence, soit par sa position actuelle. Vous voyez ? Donc, je trouve que le qualificatif lagrangien ou eulérien appliqué à une grandeur physique n'a pas de sens. Hein. Or, un tenseur de déformation, c'est une grandeur physique. Hein.
Voilà, et je ne vois pas pourquoi il y aurait des grandeurs physiques qui seraient lagrangiennes ou eulériennes. C'est ça qui m'embête. Hein. Maintenant, vous voulez dire matériel. Pourquoi vous dites matériel? Moi, je veux bien. Hein, c'est pas, mais donnez-moi... c'est-à-dire, quand on choisit un vocabulaire en sciences, on essaye qu'il soit suggestif, c'est-à-dire qu'il évoque quelque chose. Voilà. Hein. Donc là, pour bien les distinguer, il n'y a pas de doute, objectif et non objectif, c'est des propriétés, c'est vrai. Maintenant, si vous avez envie de dire matériel, vous pouvez le dire. Moi, je n'ai pas envie de discuter sur du vocabulaire. Hein, vraiment pas, parce que ça ne m'intéresse pas, sauf que quand je réfléchis à un vocabulaire, j'essaye qu'il soit suggestif de la propriété qui est cachée derrière. Et matériel, pourquoi un tenseur de déformation serait matériel ou pas matériel? Ils décrivent tous la déformation de la matière, et donc, bon, si vous avez envie de dire matériel, je sais qu'il y a des auteurs qui écrivent ces mots-là, hein, mais... c'est du vocabulaire. S'il me dit les tenseurs matériels, c'est les tenseurs qui sont dans la colonne de gauche, bon, bah, je continuerai à les appeler matériels, mais je peux penser que le mot matériel n'est pas forcément adéquat. Voilà, c'est tout. Hein. De toute façon, c'est pas grave. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez les appeler tenseurs rouges. Hein. C'est-à-dire que le tout, c'est que le vocabulaire soit défini. Voilà, c'est tout. D'autres questions? Oui? Moi, j'ai jamais entendu parler de l'hypothèse des petites déformations. Dans les cours que j'ai suivis, on disait toujours petit déplacement, petite déformation. On disait jamais petite déformation tout seul. Très bien, très bien. Et, oui. Et donc, je pense que ce que tu as exposé, c'est vrai. Oui. Mais ça mériterait de préciser. Non, mais je vais préciser là. Parce que si on a des petits déplacements, on ne peut pas avoir des rotations comme tu as. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Justement, petits déplacements d'abord. Les petits déplacements ne sont pas limités parce que vous avez norme de gradu, c'est celui-là qu'on rend petit. Ça me fait un champ uniforme. Hein. Mais en fait, au gradient, au champ de déplacement, vous pouvez rajouter une énorme translation, donc un énorme déplacement, mais de translation, qui ne va rien changer au gradient, parce que vous rajoutez un champ uniforme. Hein. Ça ne va rien changer au gradient. Donc la phrase « petit déplacement, petite déformation » ne garantit rien. Hein. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin que les déplacements soient petits. Et d'autre part, je peux, dans le calcul que j'ai fait avec les rotations, pour avoir des petits déplacements, j'ai qu'à faire des petites rotations. D'accord? Mais alors, donc, petit déplacement, ce n'est pas correct. C'est-à-dire qu'il y a des déplacements, si le déplacement est petit, oui, d'accord, mais il peut y avoir des grands déplacements. Donc, pourquoi on dirait c'est le tenseur des petits déplacements? Puisque avec des grands déplacements, ça marche. Vous voyez? Donc, je ne vois pas, ça ne corrige rien, ça, cette histoire de petits déplacements. Hein? Non, les petites déformations, moi je ne vois pas d'autre manière de les définir que de la manière dont je l'ai fait. C'est-à-dire toutes les dilatations linéiques sont proches de 1. Voilà, avec mes états 1, état 2, état 3. Voilà, on obtient des formules qui ressemblent avec les formules de epsilon. Mais vous avez bien vu que epsilon u, ce n'est pas la même chose que epsilon. Le sim de gradu, là, c'est pas pareil. Hein. C'est justement lorsqu'il n'y a pas de rotation, c'est-à-dire j'ai montré à la fin, c'est vrai que epsilon est égal à epsilon u lorsque grand R est égal à G. C'est-à-dire que le tenseur, la transformation est très particulière, telle que sa décomposition polaire est avec grand R égale G, c'est-à-dire pour des tenseurs F qui seraient symétriques définis positifs. Voilà. Bon. Bon, eh bien, je vous remercie. Voilà, tout est là. Ah, pardon. Un commentaire de l'enseignant, là, après avoir entendu ce que Jean a dit sur le tenseur des petites déformations, que je savais déjà, on va dire. Ok. Non, pas des petites déformations, des petites perturbations, s'il te plaît. Si tu veux. Parce que c'est pas... Tu nous as présenté, dont tu as dit tant de mal. Je suis un peu embêté pour parler de ce tenseur à mes étudiants, je ne le cache pas. Donc je mens par omission, je dis rien. Voilà. Je dis c'est la partie symétrique
du gradient Lagrangian. Ça, c'est un commentaire que je tenais à faire en passant. Je suis un peu gêné aux entournures. J'attends qu'un jour un étudiant me dise, monsieur, pas bien défini. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Ensuite, oui, Jean, sur la partie taux de déformation, à la fin, là, on a vu passer le gradient eulérien des vitesses. Et puis tout de suite, parce que pour la raison que tu as évoquée, tu as une raison algébrique, hein, quand on prend la partie antisymétrique fois U, on trouve un vecteur qui est tourné, qui est orthogonal. Oui, c'est pas la peine de garder un truc qui donne 0. Oui, c'est pas la peine de garder, mais il n'empêche qu'il y a la partie antisymétrique du gradient eulérien des vitesses, que les fluidistes connaissent sous le nom de tenseur tourbillon, des choses comme ça. Oui, alors bon. Est-ce que tu peux en dire des choses? Est-ce que c'est objectif, par exemple? Non, ça ne l'est pas, non. En fait, je peux en dire des choses, mais que du mal, parce que... Bon, alors donc, voilà, tu as trouvé le transparent suivant. Donc, je vous passe epsilon. C'était préparé. Un peu, ouais. Je vois, quoi, j'ai pas eu la question que je voulais, mais c'est pas grave. Voilà, à propos de W. Bon, alors là, je ne vais pas faire de démonstration. Vous vous rappelez, W, on le définit comme la partie antisymétrique de grade V. Bon, c'est une définition acceptable, sauf qu'elle n'est pas cinématiquement motivée. Tous les tenseurs que j'ai définis, ils ont été cinématiquement motivés en disant je vais regarder les variations de longueur, puis après j'en déduis les variations d'angle, de surface, de tout ce que vous voulez. Tandis que celui-là, ben, on dit tiens, ouais, bon, on va regarder la partie antisymétrique de V, mais on ne sait vraiment pas ce que ça veut dire. Et donc, il y a un côté entourloupe quand on lui donne un nom. Hein. Alors, vous l'entendrez appeler tenseur tourbillon, ou tenseur des vitesses de rotation, ou tenseur des taux de rotation. Hein. Ce qui veut dire que finalement, personne ne sait ce que ça veut dire. Hein. Alors, donc, sur les vitesses de rotation, ben, j'ai réglé la question avec la vitesse de rotation des directions matérielles. C'est-à-dire que vous avez vu que la vitesse de rotation des directions matérielles, elle ne se calcule pas avec W. Hein. Elle se calcule avec grade V. Alors donc, elle se calcule avec W si vous écrivez que grade V égale D plus W, mais je veux dire pas seulement avec W, il faut D. Hein. D'accord? Voilà. Bon. Donc, ça ne permet pas de déterminer tout seul la vitesse de rotation des particules. Vous avez vu que j'avais besoin de grade V eulérien entier, hein, donc D plus W. Bon. Donc voilà, oui, bon, je le réécris, donc voilà, c'est D plus W, et donc il y a le D qui intervient, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est le tenseur des taux de rotation, parce que pour calculer les rotations, si je me donne que W, eh bien, je ne sais rien en faire. Deuxièmement, il n'est pas objectif. Bon, alors ça aussi, c'est embêtant, parce que de définir des tenseurs qui ne sont pas objectifs, eh bien, ça veut dire que quand vous changez d'observateur, il ne parle pas de la même chose, ce n'est pas du même tenseur. Hein. C'est-à-dire que la position du tenseur par rapport à la position actuelle de la matière n'est pas la même pour les deux observateurs. Hein. C'était ça la définition de l'objectivité. Alors, il y a un calcul qui est classiquement fait, c'était que si on prend le vecteur adjoint au tenseur W qui est antisymétrique, on trouve le rotationnel de la vitesse. Mais le rotationnel, ce n'est pas une rotation. Hein. Regardez de près, vous verrez, ça s'appelle comme ça, j'y peux rien, hein, mais ça ne traduit pas du tout une rotation de solide, ni de quoi que ce soit. Hein. Donc en fait, et de toute façon, ce vecteur est irrotationnel. Alors là, je m'adresse aux gens qui font de la mécanique des fluides. Quand on fait de la mécanique des fluides, on attache quelquefois un petit peu d'importance, parce que ça simplifie les équations, aux écoulements dits irrotationnels, c'est-à-dire ceux dont la rotationnelle de la vitesse est égale à 0. Mais c'est embêtant quand même qu'on parle d'une propriété qui n'est pas universelle. C'est-à-dire que quand vous changez d'observateur, si vous avez un écoulement irrotationnel pour un observateur, il n'est pas irrotationnel pour un autre. Hein, précisément parce que le rotationnel de V n'est pas objectif. Donc c'est un peu embêtant. Hein, voilà, bon, voilà, et puis donc j'en sens pas la nécessité. Donc voilà, c'est ce que je disais, donc un écoulement irrotationnel pour un observateur ne l'est pas pour un autre. Bon, c'est quand même embêtant, hein, ça, je suis désolé, c'est vérifiable et je peux refaire après dans mon bureau si vous voulez qu'on le vérifie ensemble, ou c'est marqué dans mon poly. Bien. Alors donc les noms usurpés que j'entends, tenseur des taux de rotation, tenseur des vitesses de rotation ou tenseur tourbillon sont trompeurs. Hein. D'autre part, en mécanique des fluides, je n'ai jamais compris pourquoi on attache le mot rotationnel au mot tourbillon. D'autant que quand on me parle d'un tourbillon, un vortex, hein, donc le champ de vitesse, vous savez, tiens, je vais écrire un peu,
le champ de vitesse V, il est égal à une certaine constante A sur petit r portée par le vecteur Eθ. Hein. Voilà. Donc, porté par Eθ, vous vous rappelez, hein, c'est ce champ de vitesse, ça tend vers l'infini quand r tend vers 0, et on appelle ça un tourbillon ou un vortex. Est-ce qu'il y a une différence entre tourbillon et vortex? Dites-le moi. Bon, en tout cas, le rotationnel de ce champ de vecteur est nul partout, sauf où le champ de vecteur n'est pas défini, c'est-à-dire au centre r égale 0. Hein. Et ça, je peux vous le prouver avec le théorème de Stokes. Vous avez qu'à calculer, on vous rappelle, le théorème de Stokes, hein, le flux du rotationnel à travers une surface, donc rotationnel eulérien de la vitesse scalaire n, donc ça c'est sur une surface, est égal à la circulation, donc sur le contour, de la vitesse, donc Vt dl, voilà. Là. Le flux du rotationnel est égal à la circulation le long du contour. Eh bien, donc, pour calculer le rotationnel, bon, vous pouvez voir qu'il est nul partout. Il n'y a qu'à prendre la formule du rotationnel avec les coordonnées ici cylindriques. Hein. Et en fait, sur un champ comme ça, voilà le point O. Hein, les vitesses, le champ des vitesses, il est de plus en plus petit. Et puis là, il est énorme, hein, puisque c'est en 1 sur R. Hein, on pourrait même dessiner un arc d'hyperbole. Et donc, si vous calculez la circulation le long d'un contour comme ça, vous trouverez 0. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le long de n'importe quel contour, vous trouverez 0 qui n'entoure pas l'origine. Hein. Vous voyez ? Et donc, le théorème, là, j'ai précisé, et fortement, hein, j'ai dit simplement connexe à condition qu'il n'y ait pas de trou dans le domaine. Là, il y a un trou dans la définition du champ de vitesse, puisque pour r égale 0, ça n'est pas défini. Hein. Et ce trou, vous ne pouvez pas définir une normale sur ce trou, puisque c'est un trou ponctuel. Hein. Et donc, le théorème est en défaut. C'est-à-dire que si vous calculez la circulation le long d'un cercle qui entoure l'origine, eh bien, vous ne trouverez pas 0. Donc, la circulation différente de 0, hein, différente de 0, si c'est le cercle C' que je dessine ici. Et puis ça, c'est pour tout cercle C, c'est égal à 0. Vous voyez ? Bon, il faut faire attention avec le théorème de Stokes, pareil avec le théorème de la divergence. Il faut l'appliquer, mais prudemment, c'est-à-dire vérifier que toutes les hypothèses sont bien vérifiées. Donc, il faut que le champ soit clairement défini dans tout le domaine, simplement connexe, avec des trous finis, pas infinis. Hein. Avec des trous finis, c'est-à-dire vous pouvez prendre encore un troisième domaine, qui est cette frontière-là, alors là, le théorème de Stokes c'est juste, c'est-à-dire que vous allez trouver que la somme des deux circulations est égale à 0. Donc, méfiance. Hein. Voilà. Moi, le rotationnel, bon, on peut toujours calculer le rotationnel de la vitesse, ce n'est pas objectif. Alors, d'abord, donc, sur ces questions de vorticité, etc., il y a des tas de choses, des tas de gens qui discutent là-dessus. On voit passer des articles, des gens qui essayent de donner de nouvelles définitions parce que celle-là n'est pas satisfaisante. Hein. Donc, bon, là, je vous renvoie à quelques articles. C'est dommage, Valérie Desplanaux n'est pas venue aujourd'hui. Elle aurait pu en parler mieux que moi parce que ça la travaille. Bon, donc, je dirais que on peut se passer de cette définition de W, on n'en a vraiment pas besoin, parce qu'elle est cinématiquement non motivée. Hein, c'est-à-dire que moi, je ne vois pas pourquoi on prend la partie antisymétrique de grade V. Vous voyez qu'il y a plein de décompositions mathématiques que j'ai trouvées sur les tenseurs. Vous pouvez les décomposer en partie symétrique, antisymétrique, sphérique, déviatorique, partie décomposition polaire. Hein. Oui, on peut faire toutes ces décompositions sur tous les tenseurs que vous avez vus, hein, mais elles n'ont pas forcément une signification physique. Hein. Donc là, c'est le problème. Hein. C'est-à-dire que la définition, elle n'a pas une arrière-pensée physique, et donc c'est pas étonnant que ça ne serve à rien. Voilà. Bon, je peux faire des calculs, hein, mais disons que c'est les idées. Voilà.